On vous voit, mais on vous entend pas. mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez mettre votre son du micro plus fort, s'il vous plaît? Alors je précise donc que Madame Trocaz est directrice du CNRS, du unité de recherche CNRS à Grenoble, et qu'elle est, on pourrait dire quasiment la rapporteure de ce rapport. Mieux, moins bien. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Ça devrait être bien. Là, c'est mieux? Oui. C'est bon là? Allez-y, n'hésitez pas à parler bien fort. Est-ce que vous avez pour le partage d'écran? Oui, chez tout le monde vous voit. Hein. On vous entend, on vous voit. Partage d'écran. Voilà. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous voyez mes slides? Parfait. Très bien. C'est bon. On vous voit, on vous entend, on voit les slides. Bon, je peux y aller, donc vous êtes prêts? On vous écoute. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir associé d'abord à la rédaction de ce rapport. C'était un exercice pas facile, mais super intéressant. Ça m'a permis de faire un état des lieux un petit peu plus récent des robots vraiment utilisés en clinique. Et puis, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai fait un choix dans les présentations à la fois du rapport et de cet exposé, c'est de parler vraiment des systèmes qui sont en usage clinique, qui sont des produits industriels. Hein. Il y a pléthore de projets de recherche, de prototypes, mais là, j'ai voulu plutôt parler vous parler de choses qui seraient plus directement intéressantes pour vous, utiles pour vous. Donc voilà. Alors, on parle de robotique interventionnelle pour faire un petit peu plus général que robotique chirurgicale, puisqu'il y a pas mal de choses en radiologie interventionnelle, en radiothérapie, etc. Donc, d'où ce terme général. Donc, une des premières questions que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un robot, hein? On appelle robot des tas de choses, en particulier des logiciels, maintenant on appelle des robots conversationnels. Quand on est roboticien, comme moi, de formation, un robot, c'est déjà une machine physique qui agit dans l'environnement, qui se déplace, qui déplace des objets et qui a pour objectif de réaliser des tâches alors qu'on préfère varier, c'est-à-dire qu'un automatiste qui répète toujours la même chose ne rentrera pas tout à fait dans cette définition du robot. Et on aimerait également que ce robot soit un petit peu intelligent avec des grosses guillemets, qui puisse s'adapter à des variations de l'environnement. Alors pour pouvoir justement s'adapter à des variations, il faut les percevoir. Donc le robot est également une machine qui est dotée de capteurs qui lui permettent de se percevoir lui-même, son état, ses moteurs, etc., ses articulations, et de percevoir l'environnement dans lequel il travaille. Alors tout ça étant évidemment contrôlé par informatique. Alors dans le cadre que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, qui est la médecine, la chirurgie, eh bien parmi les données vraiment importantes qu'il aura utilisées, il y a les données liées aux patients, donc des images médicales, et on y reviendra un petit peu après. Alors, encore spécificité du médical, la robotique médicale, c'est une robotique d'interaction avec un utilisateur. Ça l'a été dès le début. Et donc, ces moyens d'interaction, comment l'utilisateur du robot interagit avec le robot, sont des déterminants des différents types de robots. Alors, avant de rentrer dans un peu plus de détails, rappeler un petit peu le contexte général. Hein. Ces robots, ils sont inclus dans ce qu'on appelle plus généralement le geste médico-chirurgical assisté par ordinateur. Et justement, il y a non seulement le robot qui va aider à la réalisation d'un acte chirurgical ou radiologique ou je ne sais quoi, mais il y a toute une phase d'acquisition de données, beaucoup d'imagerie, de la fusion de données, la nécessité de faire un planning, là on va revenir également là-dessus, ça a de l'importance par rapport au robot. Donc tout ça dans le but d'assister le chirurgien. Alors, je ne vais pas parler du deuxième type de système de guidage que sont les systèmes de navigation.
Vous connaissez ça, je pense, assez bien. C'est contemporain de la robotique, les premiers systèmes de navigation. Je vais juste en mentionner un tout au début pour son aspect historique. Mais donc, je vais plutôt parler vraiment des robots d'assistance. Alors, pour revenir justement à ces débuts de l'histoire, c'était dans les années 80, et on voit que les premiers robots chirurgicaux ont été utilisés en neurochirurgie stéréotaxique en particulier. Alors, est-ce que vous voyez ma souris? Oui, on voit bien votre souris, il n'y a pas de problème. Donc, ce robot donc, que vous voyez là de Cal, alors il ne ressemble pas tellement à un robot parce que déjà c'était un cadre stéréotaxique motorisé. Donc, il y avait une espèce de fonction robotique qui avait été intégrée au cadre stéréotaxique. Mais bien sûr, ce cadre était lié à de l'imagerie et à un ordinateur pour contrôler tout ça. Donc, c'est un système qui a été développé à la Mayo Clinic, si je ne me trompe pas, et en 85, il y avait déjà une publication où il y avait plus de 80 patients qui avaient été traités avec l'aide de ce dispositif. Alors, souvent, on parle plutôt du deuxième système américain comme étant pionnier dans ce domaine-là, qui est le système de Kuo, parce qu'il faisait, il utilisait un robot, vraiment un robot d'origine industrielle, un Puma Unimation, si vous voyez le petit dispositif là, le petit bras articulé. Et ce dispositif est utilisé aussi pour de la neurochirurgie stéréotaxique, mais dans un environnement interventionnel. Donc le patient étant dans le scanner, on faisait le lien avec l'imagerie et le robot servait au guidage du geste. En haut à droite, ce que vous voyez, c'est le premier système de navigation chirurgicale, je pense. Alors, ce petit bras articulé, c'est pas un robot au sens où on l'entend, parce que c'est juste un dispositif mécanique avec des capteurs. C'est un localisateur qui permet de suivre la position de l'outil. Comme maintenant, on a des localisateurs optiques ou magnétiques le plus souvent. Et donc, ceci étant relié avec de l'imagerie préopératoire. Donc, vous voyez, ça date des années 80 également. C'est Watanabe, c'est une équipe japonaise. Et enfin, j'ai mentionné donc le système grenoblois développé par le professeur Ben Habid avec l'équipe de Stéphane Lavallée et Philippe Cinquin. Donc, un robot industriel qui avait été modifié pour positionner un guide mécanique sur lequel s'appuyait le clinicien pour réaliser son geste. Alors, pourquoi utiliser un robot? Vous l'avez dit, c'est compliqué, ça change le bloc opératoire, ça change votre façon de faire. Donc, il est vraiment important, je pense, si on veut en plus pouvoir démontrer les valeurs ajoutées cliniques, utiliser un robot quand il y a une utilité à le faire. Alors, dans tous les cas, je l'ai dit, ce qui est important, c'est que le robot, c'est vraiment une machine physique qui fait le lien entre les données et le monde réel, le patient, le chirurgien. Donc, c'est une interface qui est vraiment extrêmement intéressante et elle est vraiment utile pour un certain nombre de sous-tâches. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais vous voyez, là où effectivement la géométrie est complexe à réaliser, comme usiner une cavité osseuse, ou là où on a à faire une action à distance, on a parlé, le professeur Martin a parlé de milieu hostile, c'est tout à fait un cas où le robot peut être intéressant. Également plus près de choses un peu innovantes maintenant, c'est des actions intracorporelles avec des dispositifs qui puissent vraiment aller dans le corps du patient, ou bien des dispositifs qui ont un certain degré d'automatisation quand vous avez la cible sur laquelle on doit opérer qui se déplace. Et donc ce robot est capable de gérer ce déplacement. Alors en termes d'interaction, on classe en 3 grands groupes pour faire rapidement une classification des interactions. Donc le fantasme initial, je pense, qui a prévalu à l'utilisation de la robotique en chirurgie, c'était une espèce de chose qui venait de l'automatisation, de la mécanique, et donc c'était l'idée que le robot allait faire de manière automatique les choses et l'utilisateur est un superviseur de l'action. Alors c'est vrai et faux parce que effectivement dans certains de ces systèmes qu'on dit actifs, l'opérateur est bien un superviseur, mais ceci étant, le robot ne fait que ce qui a été programmé, il n'y a pas d'autonomie très décisionnelle qui vienne du robot.
deuxième classe, je vais prendre l'autre extrême que vous connaissez tous assez bien, c'est la téléopération, hein, c'est le robot Da Vinci typiquement. Donc l'opérateur humain exécute en fait la trajectoire qu'il veut faire réaliser par l'outil. Donc typiquement le Da Vinci, c'est ce qu'on appelle de la téléopération, de la télécommande manuelle, et on a d'autres cas où on a de la téléopération, de la télécommande vocale. Je vais vous montrer des exemples. Et enfin, la chose intermédiaire, c'est ce qu'on aimerait, c'est que à la fois l'opérateur humain et le robot déplacent de manière concertée l'outil chirurgical. Alors si on revient à 2 diapos en arrière, vous voyez que ces deux robots-là, le Co et le robot de la vallée et al., sont des robots qu'on appelle semi-actifs, parce qu'effectivement, il y a un guide mécanique qui est positionné, donc ça contraint complètement la trajectoire, mais l'acte est réalisé par le chirurgien au travers de ce guide mécanique. Alors en termes d'exemple, pour varier un petit peu, je vous ai mis pour un robot actif ce dispositif développé à Strasbourg, donc de neurostimulation transcrâniale. Donc le système de neurostimulation est ici, est déplacé par ce robot. Évidemment, il y a un planning préopératoire qui permet de définir les zones pour se positionner par rapport aux structures à stimuler magnétiquement. Le robot Mako, qu'un certain nombre d'entre vous, je pense, connaissent. Donc c'est un dispositif pour de la chirurgie prothétique, pour le genou, beaucoup sur les prothèses unicompartimentales, où en fait le robot est une espèce de garde-fou qui permet, là dans cette petite illustration, il permet que le trajectoire de l'outil reste confiné à la zone rouge, mais après l'outil, le déplacement fin de l'outil est réalisé librement par l'opérateur humain dans cette zone rouge. Enfin, vous avez 2 exemples de systèmes de téléopération. Donc j'ai mis un système de radiologie interventionnelle. On voit un robot qui est ici, qui pousse et introduit un cathéter et qui est commandé à distance par un radiologue. Vous voyez qu'il y a une poignée ici à retour d'effort qui lui permet de spécifier, d'entraîner le cathéter à distance. Et tout ça, il fait ça sous contrôle d'image radiologique. Autre exemple, on voit à peine un petit robot qui s'appelle Vicky, qui a été développé à Grenoble, qui a un portendoscope, et comme son ancêtre un petit peu plus encombrant qui s'appelait Aesop, eh bien le robot Vicky est commandé vocalement par l'opérateur qui doit s'en servir. Alors, je vous l'ai dit, dans ces systèmes robotiques, il y a de l'imagerie. Alors, dans les robots télécommandés, en fait, l'adaptation de la tâche en temps réel est faite par l'utilisateur humain qui fait la téléopération. Mais dans tous les autres types de systèmes, en fait, il y a un planning explicite. Donc, on va représenter la tâche du robot. Et ceci, on le fait évidemment par rapport au problème opératoire qu'on a à traiter. Et donc, on va utiliser des données de patients, des données préopératoires, péropératoires. Et donc, vous voyez que tous ces composants des systèmes vont devoir travailler ensemble. Donc, chacun a un petit peu son univers qui lui est propre, son référentiel qui est propre. Le robot a son référentiel qui est propre. Et ce que l'on veut, c'est exécuter la bonne trajectoire sur le patient à l'instant T où on le perd. Et donc, ce qu'on appelle le recalage des informations et du robot. Donc ça a beaucoup à faire avec leur calage d'image, mais c'est pas strictement complètement identique, mais c'est vraiment des techniques qui sont très issues de l'imagerie. Alors pour vous donner un exemple, voilà, je veux faire une visée pédiculaire et donc je choisis une trajectoire dans le pédicule vertébral de mon patient sur un scanner, et en péropératoire, je veux une assistance robotique. Donc là, vous avez un robot, le robot Mazor Renaissance, qui a changé de propriétaire, je crois que c'est Striker maintenant, si je ne me trompe pas. Et donc, ce que l'on veut, c'est que le robot exécute la bonne trajectoire par rapport à la vraie vertèbre à l'instant T.
Malheureusement, la trajectoire du planning est connue dans le référentiel du scanner, le robot bouge dans son propre référentiel et la vertèbre a sa propre vie et il faut mettre tout ça ensemble pour qu'on opère le patient selon le planning qui a été fait. Alors des techniques, il y en a plein, alors je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, c'est plus en détail dans le rapport, mais on va dire il y a des grandes classes. Alors à l'origine, si on peut prendre des exemples, ce qu'on a utilisé c'était des points particuliers, soit des points anatomiques, soit des marqueurs qu'on allait associer à l'intervention. Donc par exemple dans Robodoc, on mettait des petites vis en titane dans le fémur de la personne à opérer avant le scanner. Ces petits dispositifs étaient visibles dans le scanner, de même que toutes les structures anatomiques sur lesquelles on pouvait faire le planning. Et en opératoire, vous voyez que le robot qui était la première version de Robodoc sur animaux au début, donc on avait une première phase qui consistait à aller toucher ces petites vis avec le robot. Et donc comme ça, le robot connaissait les coordonnées de ces vis dans son espace. Et par un algorithme assez simple, on sait trouver quelle est la transformation qui permet de relier les données scanner aux données du robot. Et du coup, le planning est transféré dans l'univers du robot et le robot sait exécuter la tâche. Alors, ces méthodes-là ont le désavantage qu'il faut des points particuliers. En général, on n'en a pas beaucoup parce que sinon, ça devient vite casse-pied. Et donc, au lieu d'avoir uniquement des points où il faut vraiment avoir X qui correspond à Y, on va utiliser plutôt des ensembles de points, des nuages de points, des bouts de surface. Donc, je vous ai mis un autre exemple qui est le robot Acrobot qui avait été développé en Angleterre par Brian Davis et collègues, où ce que vous voyez, c'est une image du fémur qui a été segmenté dans les images de scanner. Et là, au lieu de prendre des points particuliers, on va toucher la surface du fémur péropératoire avec le robot. Et donc, vous voyez quelques points qui sont également superposés par un programme informatique de manière automatique qui permettent de transférer le planning dans l'univers du robot. Alors ça c'est une captation des points qui nécessite un contact avec un outil. Vous avez également des solutions où vous avez des palpations sans contact. Donc un exemple du robot Rosa développé à Montpellier où vous avez le robot qui est équipé d'un capteur laser. Et donc avec ce capteur laser on peut toucher virtuellement des points de la surface cutanée du patient. Donc sur son visage, vous voyez ces points rouges ici, ces courbes rouges. Et donc ces points-là, qui sont définis dans l'espace du robot des patients, du robot, on peut les mettre en correspondance avec la surface cutanée qui vient par exemple de l'IRM préopératoire. Et là encore, ça permet de transférer le planning. Alors dans d'autres cas, la complexité que ça ajoute ici, c'est que vous avez besoin de modifier le robot pour porter le capteur. Vous pouvez aussi faire appel au capteur externe naturellement présent au bloc opératoire, par exemple des radios. Donc dans le robot de neurochirurgie à Grenoble, là vous aviez 2 radios, une face profil et une antéro-postérieure. Et vous voyez que ce dispositif, c'est une espèce de grosse cage de calibration avec des billes radio opaques. Ces billes, on connaît leur position par fabrication par rapport au robot et on va les voir dans les images radio et du coup ça permet là encore par le même type de calcul que dans les autres cas de faire la correspondance entre l'espace des images du patient en conditions péropératoires et le robot. De la même façon, ici c'est le robot Mazor, encore au Renaissance, et celui-là il est installé sur un petit dispositif qui comporte aussi des billes radio opaques qu'on voit dans les radios. Donc là encore, vous voyez, on voit des choses qui appartiennent au robot, donc dans son espace, et les données du patient, et donc on peut transférer le planning. Alors ça c'est bien, vous voyez, on a des données préopératoires, une situation péropératoire, on fait un planning, mais qu'est-ce qui se passe si la cible bouge, ce qui peut arriver si on n'a pas de fixateur externe, si on travaille sur des tissus mous, etc. Donc dans ces cas-là, ça peut être un peu plus compliqué. Alors on peut contourner le problème avec des petits dispositifs. Vous voyez, ça c'est un robot tout petit qui avait été développé par Praxim à l'origine, à Grenoble. Donc un robot
utilisé pour les prothèses de genoux, là encore, et ce robot il est fixé sur les structures osseuses. Donc quand le genou bouge, le robot bouge avec, donc on a contourné le problème. Alors ça n'est pas toujours possible évidemment, et vous pouvez avoir d'autres solutions où par exemple ici le robot d'Axilum Robotics est connecté à un localisateur. Le localisateur observe des marqueurs sur la tête du patient. Et si la tête du patient bouge légèrement, le robot peut corriger sa position en fonction évidemment de cette position pour être cohérent avec le planning préopératoire. Alors après on a des choses plus compliquées, plus complexes, pardon, pas forcément compliquées mais complexes, où typiquement dans le système CyberKnife de radiothérapie, eh bien il y a un système assez sophistiqué qui essaye d'apprendre, alors apprendre avec des grosses guillemets, hein, c'est pas de l'apprentissage au sens de l'IA futuriste, c'est des modèles mathématiques qui vont relier la position de marqueurs passifs qui sont sur un t-shirt ou une veste que porte le patient, ici qu'on va traiter. On relie la position de ces marqueurs qui bougent avec la respiration à la position de marqueurs qui sont implantés à proximité de la tumeur et qui sont visibles en radio mais qu'on va pas pouvoir surveiller en temps continu. Donc au début de la procédure, dans ce système CyberKnife, il y a une phase où on va prendre quelques radios, faire des acquisitions de la surface du patient, calculer ce modèle pour ensuite pouvoir ne surveiller que les marqueurs externes et en déduire la position interne, et le robot finalement respire avec le patient. Alors plus près de la recherche, il y a des approches d'asservissement visuel. Là j'ai cité des travaux qu'on fait à Grenoble, mais il y a des tas d'autres équipes où cela se fait, où l'idée c'est d'aller vraiment faire le lien entre des informations dans l'image et comment doit bouger le robot. Donc là par exemple en endoscopie, ça peut être, on a une cible qui est localisée dans une image et le robot sait automatiquement comment se déplacer lui pour être toujours sur la position de la cible visible dans les images. Alors, vous voyez que ça résume un petit peu ce qu'a dit le professeur Martin au début. On a eu une grosse évolution des choses, des applications évidemment, vous l'avez vu un petit peu ici, mais vous connaissez là encore probablement mieux que moi. Les systèmes ont beaucoup changé, les modes de commande ont beaucoup changé. Et surtout, on a eu des dispositifs très variés. Alors, au début, beaucoup de choses qui étaient des robots industriels qui ont été modifiés pour être utilisés de manière médicale. Après, des robots un peu plus spécifiques. Puis après, des approches avec ces robots portés par le corps du patient. Et alors, plus près de nous et plus près de la recherche, des choses qui sont de la micro-robotique, où là, on veut être vraiment aller dans le corps du patient. Également, ce qui est notable de mentionner, c'est tout ce qui est instrumentation robotisée. Le premier robot de Kelly, au début, c'était ça en fait. C'était un CAT stéréotaxie qui était robotisé. Et ben, on peut aussi robotiser des cathéters, des instruments laparoscopiques, donc leur donner quelques fonctions robotiques. C'est clairement plus facile à utiliser au bloc qu'un gros bazar qu'il faut installer dans un bloc opératoire. Évidemment, ça a d'autres inconvénients. Alors, le futur de la robotique, bon, c'est difficile hein, de répondre à quel est le futur de la robotique médicale. Je peux quand même mentionner des pistes de recherche qui peut-être vont changer des choses. Vous voyez qu'il y a des nouvelles approches technologiques. Hein, on parle beaucoup d'impression 3D dans la vie de tous les jours, mais on en parle aussi en robotique. Et par exemple, ce robot qui a été développé à Strasbourg, c'est un robot qui a imprimé, alors hormis les câbles que vous voyez ici et qui sortent ici, tout ce dispositif-là a été imprimé en une seule fois. C'est pas des composants mécaniques qu'on usine et qu'on assemble, c'est un robot imprimé en une seule fois qui a différentes propriétés. Donc là, c'était un robot de ponction compatible IRM. Alors il y a encore plein de problématiques, mais vous voyez quand même ça change de perspective, parce qu'on peut imaginer qu'un dispositif comme ça serait d'un coup qui n'a rien à voir avec un robot
conventionnels tels qu'on les connaît maintenant, et ça pourrait être un robot tout à fait jetable. Alors il y a aussi pas mal de nouvelles technologies qui sont explorées, ce qu'on appelle les robots continus, donc c'est l'idée de la trompe d'éléphant, c'est des choses très déformables, qui sont à la fois rigides mais qui peuvent prendre des tas de formes, donc ça peut être extrêmement intéressant pour la chirurgie endoluminale. Également des nouveaux types d'actionnement, alors là j'ai mis une photo d'une société qui s'appelle Ion Scientific, ça s'appelle toujours comme ça, donc ce sont des gens qui font de l'actionnement magnétique, donc l'idée c'est de piloter des micro-robots de l'extérieur avec des aimants. On peut aussi avoir des actionnements biochimiques, etc. Alors, les nouveaux modes de contrôle, ce qu'on peut espérer peut-être, c'est qu'il y ait un peu plus d'intelligence dans les robots, parce qu'à l'heure actuelle, quand même, l'intelligence est complètement du côté de l'opérateur. Alors, c'est bien, mais on pourrait quand même déporter peut-être quelques petites fonctions d'adaptation au robot. Après, les applications, probablement que la micro-robotique peut ouvrir de nombreuses applications. Là, vous voyez, j'ai mis une petite image prise d'une publication de 2019 dans Science ou Nature, je ne me rappelle plus quel journal. Et les robots sont des tout petits dispositifs là qu'on peut actionner de manière magnétique. Et ces dispositifs là ont été utilisés dans un cerveau de rat pour montrer la faisabilité de certains concepts. Voilà, je vais m'arrêter ici et je peux répondre à vos questions si vous en avez avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Trocaz spécifiques à tous ces concepts de robots qu'on a vus? Jacques Belghiti, qui est donc chirurgien digestif et responsable d'un groupe de travail sur l'enseignement des robots, veut vous poser une question. Est-ce que vous entendez? Oui, très bien. Oui. Quoi, vous, je vous entends très bien, la salle un petit peu moins bien, mais je tire l'oreille et ça devrait bien se passer. Donc, merci pour cet exposé qui nous a fait rêver sur le futur technologique. Mais moi, je pense qu'il manque au départ une séparation entre le robot unifonction, comme par exemple mieux sectionner un os, mieux ponctionner, et puis le robot multifonction, qui est ce robot qu'on a, qui va avoir une magnification, qui reproduit les gestes chirurgicaux. Et autant le premier, mais ne pose aucun problème, les unifonctions, ça va se développer et tout. Les vrais problèmes qui se posent en termes de coûts, en termes de personnel, en termes de trucs, c'est pour le multifonction. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous. Et alors, ce qui m'a beaucoup surprise, moi, quand j'ai remis le nez un petit peu sur c'est quoi les produits d'aujourd'hui vendus pour les chirurgiens pour faire de la robotique chirurgicale, en fait, je me suis aperçue que la plupart des robots un petit peu spécifiques, par exemple, vous avez vu le robot Mazor de la chirurgie de la colonne vertébrale, ce robot-là qui était quand même assez spécialisé, finalement, il a été racheté par une grosse boîte qui finalement n'a plus l'air de le vendre beaucoup et préfère vendre une solution qui est un bras généraliste. Alors pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Peut-être que c'est plus rentable pour les entreprises de maintenir justement des dispositifs comme ça qui vont être génériques, qui vont pouvoir décliner sur plusieurs applications. Je pense qu'il doit y avoir des raisons très économiques ou de plus simplicité ou je ne sais quoi, mais clairement, alors nous à Grenoble, c'est vrai qu'on s'est battu pendant des années sur cette idée que concevoir des dispositifs spécifique à un type d'application était sans doute une garantie pour avoir une meilleure intégration, que le dispositif soit un petit peu mieux pensé pour la fonction spécifique qu'il doit avoir. Après, c'est vrai que du point de vue de l'hôpital, c'est peut-être plus intéressant d'acheter un truc qui sert à tout que d'acheter plusieurs systèmes qui servent à moins de choses. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Et la problématique de la sécurité qui va avec, elle est clairement en faveur peut-être des dispositifs plus dédiés pour lesquels on a une meilleure prédictivité finalement de ce qu'on va faire avec qu'avec des dispositifs censés servir à tout.
Mais c'est un sujet complexe auquel je ne sais pas forcément répondre complètement. Albert-Claude Benamou qui veut vous poser une question, chirurgien vasculaire et responsable d'enseignement et d'informatique, disons de transmission de l'information en général. Voilà. Merci Richard. Oui, que peut-on attendre dans la partie intelligence artificielle associée à la robotique chirurgicale? Qu'est-ce que l'on peut, quel type de fonction peut-on développer en intégrant des algorithmes décisionnels à partir d'une imagerie transparente sur la table d'opération, faire que le système comprenne mieux la rencontre avec le réel et trouve lui-même éventuellement une adaptation à un geste qu'il va peut-être lui-même réaliser avec une intervention minime de l'homme. C'est possible. Est-ce que c'est possible ? Alors, je vais répondre en deux volets. En fait, tout dépend ce qu'on met dans le mot intelligence artificielle. À l'heure actuelle, on met dans IA beaucoup de choses qui sont liées à l'exploitation de grands ensembles de données avec des réseaux de neurones, typiquement en médecine, tout ce qui est imagerie radiologique qu'on va analyser peut-être mieux, peut-être plus vite, point d'interrogation que le radiologue. Donc ça, c'est une partie de l'IA spécifique. Après, j'ai fait ma thèse il y a longtemps dans un laboratoire qui s'appelait un laboratoire d'intelligence artificielle, parce que ça existait déjà il y a quelques années, quelques étant grand. Et dans ce contexte-là, on parlait de la robotique un petit peu évoluée, c'est-à-dire où le robot était capable de prendre des décisions pour avoir un certain niveau de résolution de problèmes, on va dire, automatique, à partir de données de capteurs, savoir quel est ce qu'il faut faire, comment adapter son geste, sa trajectoire à ces données de capteurs. On appelle ça aussi de l'IA, on peut appeler ça de l'IA. Donc vous voyez, voilà, déjà on peut mettre la barrière à différents endroits. Après, est-ce que on va mettre de l'IA dans les robots? On va mettre certainement des techniques qui vont peut-être permettre de mieux utiliser des données de capteurs, des données un petit peu massives, parce que c'est vrai que si on veut que le robot perçoive mieux son environnement en temps réel, peut-être que des méthodes par réseau de neurones permettront de le faire plus efficacement. Alors, je mets plein de guillemets et de points d'interrogation à ça, parce que vous savez que dans ce domaine-là, une des problématiques, c'est on entraîne, pour les réseaux de neurones en particulier, on entraîne un système, un réseau de neurones dans un certain contexte, et on l'utilise dans un contexte qui n'est pas forcément exactement le même. Donc, quelle garantie on a du résultat, de la sécurité du système? À l'heure actuelle, déjà, quand on fait de la robotique, qu'on essaye de passer en clinique, c'est extrêmement difficile pour des tas de raisons réglementaires que je peux comprendre tout à fait, puisqu'il faut prouver une certaine innocuité, non-nocivité du système, et plus évidemment, mais au moins satisfaire à ça. Dans les systèmes, dès qu'on met de l'IA et que les choses deviennent un peu boîte noire, ça devient encore bien plus compliqué de prédire que les réponses qui seront données seront bien conformes et bien sécures. Donc voilà, il y a du potentiel, mais il y a également plein de questions à se poser sur comment garantir que les décisions prises soient sûres et prouvables. J'avais notion, c'est pour répondre à la fois et vous reposer une question et à répondre à Albert-Claude, j'avais notion qu'actuellement à Strasbourg, il existait une intelligence artificielle qui était capable pratiquement de faire une cholécystectomie en surveillant toutes les imageries anatomiques que nous connaissions des problèmes biliaires, et qui était donc capable de corriger les gestes et éventuellement donc les faire faire par un robot classique de chirurgie. Est-ce que vous avez notion de ces travaux qui combinent donc l'acquisition d'images très sophistiquées, enfin pas très sophistiquées, qu'on a bien, les comparent à des algorithmes décisionnels qui ont été faits à partir de milliers de cholécystectomies pour rectifier
quantifier le geste chirurgical et donc à la limite le faire faire par un robot. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces données-là ou pas du tout? Nous, on travaille, oui, effectivement, sur des choses comme ça, d'analyse de la qualité du geste. C'est pas forcément en lien complètement avec la robotique, ça peut être même sur des gestes faits par le chirurgien sans assistance robotisée. Mais effectivement, ça peut être, c'est tout à fait intéressant d'utiliser des méthodes d'IA, là, justement assez conventionnelles, réseau de neurones, où on a appris sur des tonnes d'images provenant de procédures alors qu'il a fallu labelliser et tout ça pour mettre de l'information dedans. Hein. Le système la découvre pas forcément tout seul, mais effectivement, on est capable d'avoir une représentation dans l'ordinateur de ce qu'est le bon geste et éventuellement de donner une assistance contextuelle ou de mettre on va vous poser d'avoir ça comme un Merci, outil on va vous pour Monsieur Coufinal qui interviendra. Ça, c'est crucial. Monsieur Coufinal qui interviendra tout à l'heure voudrait vous poser une question. On lui donne la parole. Oui, simplement juste sur ce sujet particulier, le travail sur les tissus mous semble être quelque chose d'excessivement difficile, avec une variété, je veux dire, avec une variation permanente des surfaces, des résistances, qui pose un problème important pour justement faire la dissection. Oui, c'est ça qui a suscité le développement de robots téléopérés, parce qu'effectivement, quand on était sur l'osseux, sur même la neurochirurgie stéréotaxique, on supposait que le cerveau ne se déformait pas, donc c'était un peu le même contexte. Là, on pouvait prédire, faire de la planification, mais dès que les tissus bougent, se déforment, on ne peut plus faire ça aussi facilement, entre guillemets, et donc c'est pour ça qu'on a créé ces robots de téléopération. Malgré tout, ce que j'ai évoqué un petit peu à la fin en matière d'asservissement visuel a pour objectif de contourner un peu ça, c'est-à-dire d'avoir justement des fonctions un petit peu de bas niveau qui permettent de compenser des mouvements. Même dans les robots de téléopération, il y a un certain nombre de groupes qui travaillent pour, par exemple, vous pouvez imaginer d'avoir la compensation du cœur battant, d'accord, pour donner l'impression que quand vous opérez sur le cœur battant, l'image est fixe comme si le cœur ne battait pas. Donc le robot peut compenser en quelque sorte une partie du mouvement par lui-même et laisser quand même le reste de la téléopération à l'utilisateur. Donc on peut faire quand même de la téléopération un petit peu intelligente, un peu assistée, justement en ayant ces fonctions d'asservissement visuel automatique. Il y a une dernière question et après on vous remerciera encore. Gérard Pascal. Oui, je vous remercie donc pour cette présentation qui aborde évidemment des sujets techniques très complexes sur la robotique. J'aurais aimé savoir si en même temps que se développent donc ces recherches sur les techniques, vous pensez en même temps la formation à la robotique et ce que vous pensez de ses vertus pédagogiques pour des plus jeunes par exemple, pour d'autres, etc. Je suis pas sûre d'avoir très bien entendu. Je reformule pour être sûre d'avoir bien entendu. Est-ce que la question est en rapport avec l'idée d'utiliser le robot pour la formation ou bien de faire une formation à la robotique? Les deux, mon commandant. Alors, faire une formation à la robotique, oui, pourquoi pas. Je pense que justement c'est intéressant malgré tout de donner un peu des concepts de base pour que les gens n'aient pas non plus des attentes qui ne correspondent pas du tout à ce qui est faisable en réalité. Moi je suis roboticienne, mais je pense que des fois il y a des solutions très bien qui sont plus simples, qui ne sont pas robotiques, donc il faut garder raison, comme on dit. Après sur le côté formation, je pense que les systèmes de co-manipulation en particulier sont extrêmement intéressants. Moi j'ai développé ça depuis longtemps, alors après les projets ont eu d'autres destins, mais c'est vrai que, vous voyez, cette idée de la co-manipulation va permettre éventuellement de donner plus ou moins la main à l'opérateur. Donc, on peut imaginer que quand l'opérateur est très novice, le robot contraint beaucoup le geste parce qu'on suppose que l'opérateur ne sait pas très bien faire, donc il faut vraiment le tenir par la main très fort. Mais plus on a des compétences, plus les contraintes appliquées par le robot peuvent se relâcher. Et donc, je pense
que ça peut être vraiment un outil intéressant. De la même façon que dans le robot Da Vinci, il y a des plateformes où les gens sont en conduite accompagnée. Mais voilà, c'est un petit peu différent. C'est déléguer cette idée d'encadrement du geste à un dispositif mécanique. Je pense que voilà, la co-manipulation peut apporter quelque chose à ça. Merci beaucoup. On va devoir couper parce qu'on a d'autres intervenants et je terminerai par une question un peu en forme de boutade, si vous me permettez. Avez-vous acheté un robot cuiseur pour faire votre cuisine et ne plus avoir à faire la moindre chose dans votre maison? Voilà, c'est une question. Je suis assez structurée et il y a des choses que je continue à faire manuellement. J'aime bien faire autre chose que mon travail à la maison. Donc faire la cuisine, c'est bien aussi. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi de cette boutade en fin d'exposé et on vous remercie et on va donner la parole à... Merci à vous.